Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Albin Chalandon, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Votre nom est à la une de tous les journaux depuis 48 heures dans le cadre de la célèbre affaire Chaumet, à tel point qu'on se demande aujourd'hui si l'affaire Chaumet n'est pas en train de devenir l'affaire Chalandon, entre guillemets. Au cœur de la polémique, le compte que vous avez ouvert chez Chaumet en 1972. Alors avant de vous donner la parole, Monsieur le Ministre, je vous propose d'écouter Alain Boucheron, qui est le président de la haute joaillerie de France. Alain Boucheron pense que la pratique des comptes rémunérés est une activité interdite pour une joaillerie. Écoutons-le. Quelle était l'activité exacte de la maison Chaumet? Un certain nombre de clients y posséderaient des comptes courants rémunérés. Albin Chalandon l'admet lui-même, en ce qui les concerne, uniquement pour des activités commerciales et avec un faible intérêt déclaré au fisc. 73 autres noms figurent sur les listes aux mains du juge d'instruction. Le journal Le Monde publie une déclaration du 3 septembre d'Hubert Lafont, l'administrateur judiciaire de la maison Chaumet, qui précisait « La rémunération des comptes est anormale, il s'agit de l'exercice illégal de la profession de banquier ». Ce soir, dans un communiqué que voici, Hubert Lafont s'exprime différemment. Je cite, « Les sondages effectués dans les écritures de la société Chaumet laissent apparaître que celles-ci ne sont pas représentatives de la réalité. » Plus question de compte courant. Pratique, parce que le mot pratique a l'air de dire qu'effectivement c'est courant, ça n'existe pas. C'est la première fois que j'entends parler dans l'activité de haute joaillerie en France de rémunérer les comptes de clients. Nous sommes réunis avec mes confrères et je peux moi-même m'engager pour leur compte et dire que personne d'autre sur la place Vendôme n'exerce ce genre de pratique. Je suis très formel. Si l'un de vos gros clients vous laissait en dépôt une grosse somme d'argent et à charge pour vous d'acheter au meilleur moment la meilleure pierre pour lui. C'est une pratique que je n'ai absolument jamais vu faire parce que le client ne serait, à mon avis, ferait une erreur. S'il nous laisse de l'argent pendant un certain temps, comme il ne serait pas rémunéré, il ferait beaucoup mieux de garder cet argent dans n'importe quel compte bancaire ou faire des opérations de son propre choix. Et le jour où nous l'appelons pour lui dire, écoutez, il y a aujourd'hui telle affaire possible à réaliser, faisons-la aujourd'hui ou demain, à ce moment-là qu'il nous paye comptant, très bien, mais il aurait perdu X semaines ou X mois d'intérêt à laisser l'argent en compte chez nous. La loi bancaire du 24 janvier 1984 et les spécialistes financiers confirment l'avis de la haute joaillerie française. Le seul moyen légal pour un client de toucher une rémunération sur un compte courant serait d'être aussi partenaire dans l'affaire. Monsieur Chalandon, vieux client de la maison Chaumet, serait-il devenu associé, malgré lui, de la société Chaumet? C'est la question que l'on se pose ce soir. Voilà, et c'est la question que nous vous posons, Monsieur le Ministre, vous êtes en direct sur le plateau. Alors vous êtes devenu associé des Chaumet ou pas? Totalement cette analyse. J'ai mis sur cette affaire les spécialistes de la chancellerie, ils ont consulté toutes les autorités monétaires, bancaires, les juristes, les magistrats spécialisés. Aucun d'eux n'arrive à cette conclusion, il arrive à la conclusion contraire. L'existence d'un compte, pourvu qu'il soit commercial, un compte client, pourvu qu'il soit commercial, est licite. Et il y a possibilité de verser des intérêts pourvu que ce soit sur le solde entre les opérations commerciales, C'est-à-dire ce qu'il reste, oui. Oui. Par conséquent, là, je suis formel, toute cette analyse ne correspond pas à la réalité. Mais au niveau pratique, M. Chalandon, pourquoi avoir attendu, je vous pose la question que se pose un certain nombre de Français, pourquoi avoir attendu avant de dire que vous aviez un compte rémunéré chez Chaumet? Je n'ai aucune espèce de raison de le dire, je ne veux pas révéler sur la place publique toutes les opérations que j'ai faites dans ma vie sur le plan des affaires. J'étais pendant 25 ans dans les affaires, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait des placements, j'ai placé comme j'ai voulu mon argent, j'ai gagné, j'ai perdu, c'est mon affaire, je n'ai pas à Mais vous ne pensez pas que omettre ainsi un point aussi important est préjudiciable pour vous, Monsieur le Ministre? Je ne pense pas du tout, j'ai répondu lorsque l'affaire a éclaté à quelques questions précises qui m'ont été posées. Mais vous ne pensez pas qu'il aurait été plus clair de tout dévoiler? Non, je ne pense pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas apparaître... Alors écoutez, moi, je ne suis pas venu ici pour être sur la défensive. Et je suis venu d'abord pour clamer mon indignation. Et pour aussi, je dirais, pour clamer mon effroi pour l'avenir de la politique française devant de tels procédés. De voir se développer des campagnes de ce genre, utilisant des procédés aussi bas, consistant notamment en l'occurrence à faire l'amalgame entre une bijouterie en faillite qui a commis des irrégularités, qui a été faillite frauduleuse, et un de ses clients, ce client c'est moi. Je n'ai jamais fait avec cette maison, depuis fort longtemps d'ailleurs,
des opérations commerciales. Ma situation est parfaitement claire. J'ai payé les impôts que je devais payer, j'ai déclaré l'impôt sur la fortune, j'ai payé les impôts sur les intérêts. Il n'y a absolument rien qui ne puisse être discuté. Ma position est absolument nette. Alors, qu'est-ce que l'on vient me chercher là-dedans? Est-ce qu'on va me reprocher d'avoir de l'argent parce que, au terme de ma vie, j'ai relativement réussi et que j'ai pu effectivement mettre de l'argent de côté et je revendique la liberté d'en agir comme je veux. Alors, je dénonce le procès politique qui est fait dans cette affaire-là. Il y a en réalité une orchestration. Il y a toutes sortes de gens qui se manifestent, il y a des exécutants, disons des musiciens, chacun a sa partition. Il ne vous reste plus, messieurs, qu'à trouver le chef d'orchestre. Alors pourquoi ça? À l'évidence, pour faire diversion sur les affaires pénales dont on parle depuis un certain temps, qui touchent l'opposition de gauche. Je parle de l'affaire Nucci et d'un certain nombre d'autres. Il est évident, c'est pour faire diversion à tout cela, et je pense aussi que c'est pour attaquer le gouvernement sur le point sur lequel il est probablement le plus fort, c'est-à-dire la politique de sécurité notamment, et je dirais pour la gauche, pour se défendre de ce sur quoi elle est le plus faible, c'est-à-dire probablement tout ce qui a touché à mon secteur pendant le moment où elle était au pouvoir. C'est ça Mais qui est en question. Mais vous ne pensez pas, Monsieur le Ministre, que vous avez porté le flanc à ce genre d'accusation en ne dévoilant pas toute la vérité là-dessus? Mais j'ai répondu aux questions qui m'étaient posées, et chaque fois que l'on répond à un journaliste à une question qu'il vous pose, à ce moment-là, il vous reproche le lendemain de ne pas avoir répondu à la question qu'il ne vous a pas posée. Aidez-nous à comprendre de manière concrète. C'est sans fin ce forme de raisonnement. Aidez-nous à comprendre. La justice est saisie dans cette affaire. Bon, il y a d'un côté une justice commerciale, un administrateur commercial, et il y a un juge d'instruction. Bon. Il y a le secret de l'instruction, il faut laisser la justice faire. Moi, garde des Sceaux, je n'ai pas à intervenir et je n'ai pas à faire autre chose que ce que j'ai fait, c'est-à-dire à produire ma créance, puisque je suis créancier de cette affaire, auprès de l'administration judiciaire. C'est ce que j'ai fait. Et je considère que je n'avais rien d'autre à dire que les explications très simples que j'ai données, qui se résumaient à ceci: je n'ai rien à me reprocher dans cette affaire. Et tout ce que l'on pourra tenter contre moi dans cette affaire, pour ceux qui le font, c'est du temps perdu. Ils perdent leur temps. Une explication simple pour les téléspectateurs. Quand on a un compte rémunéré comme le vôtre, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Ministre? On achète, on vend des bijoux, ça rapporte gros. C'est une question très terre à terre, mais les Français ont besoin de comprendre. Ils se perdent un petit peu dans tous les chiffres. Ne confondez pas le fait d'acheter ou de vendre des bijoux avec le fait d'avoir de l'argent qui rapporte. Ce sont deux choses différentes. Vous choisissez l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir l'un ou l'autre. Bon, alors effectivement, depuis pratiquement 25 ou 30 ans, après avoir hérité comme ma femme de bijoux, j'en ai acheté. Bon, et j'avais un patrimoine relativement important. J'ai acheté, j'ai vendu, et c'est ce que j'ai fait depuis 1972 avec la bijouterie Chaumet. Bon, et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de tout réaliser. Bon, et c'est à l'occasion de cette réalisation qu'une partie importante de ce qui m'est dû par la maison Chaumet n'a pas été payé. Je suis aujourd'hui créancier. Voilà toute l'histoire. Est-ce qu'on peut savoir combien, Monsieur le Ministre? Le montant de ma production. Pas de votre production, mais de ce que vous doit, donc, ce que la maison Chaumet. La maison Chaumet. Oui, c'est ce que ça perd ma production. Oui. Bon, écoutez, je vous le dis, c'est 5 800 000 francs. Monsieur le ministre, il y a quand même une petite question que je voudrais vous poser. Bon, donc vous essayez de faire des plus-values et en regardant l'ensemble des déclarations qui ont été faites, on ne comprend pas très bien, puisque vous êtes un homme d'affaires qui avait réussi, pourquoi vous revendiez vos bijoux aussi rapidement. C'est-à-dire vous les achetiez au bout d'un an, au bout de 6 mois, vous les revendiez alors qu'il y a un taux de TVA qui est de 33%. Et comment faire des plus-values comme ça alors qu'il y a un taux de... Il y a un régime fiscal qui est spécial, il y a une taxe qui est payée par le bijoutier qui revend. C'est lui qui a la charge sur les plus-values, qui est de 6%. Bon. Et il n'y a pas d'autre impôt que celui-là. Et moi j'avais un stock de bijoux, dont certains j'en avais hérité, ma femme en avait hérité. Qui était assuré, je suppose, vous aviez les attestations d'assurance. Sur ce patrimoine, j'ai procédé à des ventes, à des arbitrages, comme on dit, échange de l'un contre d'autres, d'un bijou pour en avoir un meilleur ou profiter d'une bonne occasion. Ça, c'était le sens des rapports que j'avais avec la bijouterie Chaumet, qui, je pense, me faisait acheter dans de bonnes conditions et vendre dans de bonnes conditions. En fait, ils vous ont fait perdre beaucoup d'argent. Alors, en fait, finalement, ils m'ont fait perdre de l'argent. Mais ça, c'est bonne affaire. On peut me reprocher de ne pas avoir été un bon gestionnaire, mais on ne me reproche pas autre chose. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte très vite, s'il vous plaît? Eh bien, je peux vous répondre tout de suite, parce que la nature du contrat qui a été fait pour l'achat des bijoux qui me restaient
la bijouterie Chaumet, qui a d'ailleurs été fait par un mandataire, puisque moi-même j'étais garde des Sceaux, je n'ai pas voulu intervenir, était d'une nature telle que juridiquement je n'étais pas fondé à porter plainte. Une dernière question. Et en plus, je suis garde des Sceaux. La dernière question. Monsieur le ministre, certaines personnes pensent que vous ne pouvez pas être juge et partie, en l'occurrence, dans cette affaire. Est-ce que vous avez envisagé un moment de démissionner? Eh bien, écoutez, je me suis bien sûr posé la question, mais en réalité, j'ai pu y répondre très rapidement, parce que je suis un ministre qui intervient d'abord très peu sur les parquets. Je donne très peu de directives précises, de réquisitions, comme on dit, au parquet. Et cette affaire étant un peu particulière, puisque j'étais effectivement parti, j'ai donné au procureur général à la Cour d'appel de Paris une liberté totale d'action, d'agir selon sa conscience dans cette affaire. Donc, ni moi, ni mes collaborateurs immédiats, ni la chancellerie sont intervenus dans cette affaire et continueront à avoir cette attitude. Voilà ce qui est absolument certain. Mais ce que je peux ajouter, c'est que si je n'avais pas été juge et parti dans cette affaire, si je n'avais pas été parti, ça n'aurait rien changé, car je ne serais pas intervenu parce que telle est ma politique. Donc, en tout état de cause, dites-vous bien que le parquet général de Paris et le parquet de Paris sous son autorité ont agi et agiront dans cette affaire en totale indépendance. Mais vous n'avez pas l'intention de démissionner? Absolument. Non, absolument. Monsieur le ministre, vous vous êtes posé la question quand même. Vous avez réfléchi quand même. Je ne me suis pas posé la question. Pourquoi, si je démissionnais, je reconnaîtrais que j'ai quelque chose à me reprocher? Alors, pourquoi voulez-vous que je fasse ce cadeau à l'opposition? Je n'ai rien à me reprocher. Et au sein du gouvernement, je continuerai l'action que je mène au sein du gouvernement. Et il faut bien voir les choses comme elles sont. Quel est le sens de cette campagne? Elle est dirigée contre moi, bien sûr, mais moi je ne suis qu'un moyen. Ce que recherche l'opposition, c'est d'attaquer le gouvernement et le Premier ministre, et en essayant de déstabiliser un de ses ministres. Totalement. Merci. Je vous remercie d'avoir répondu en direct à nos questions. Au Palais Bourbon, l'ambiance était plutôt houleuse cet après-midi. A priori, ce n'est pas le budget présenté par M. Édouard Balladur qui a occasionné le plus de remous, mais plutôt la décision de la commission de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que la commission n'a pas réclamé de sanctions contre les députés du Front National impliqués dans les incidents de la nuit de vendredi à samedi dernier. Après 2 heures de réunion, le bureau condamne solennellement les perturbateurs et lance une mise en garde. À l'Assemblée, ambiance et surtout réaction avec Pascal Guigné et Daniel Brem. Faux départ pour la discussion budgétaire, le Palais Bourbon cet après-midi vivait encore au rythme enfiévré du matin. Constatant que ces incidents ont été provoqués par une action concertée de députés du groupe du Front National, le bureau de l'Assemblée nationale condamne solennellement des comportements qui ont perturbé le déroulement des débats. Ce texte a été voté à l'unanimité, moins 2 voix contre, et il se passe de commentaires. Pierre Jox ne l'entend pourtant pas de cette oreille. On s'interroge sur les raisons pour lesquelles, sur les bancs de la majorité, un certain nombre de responsables qui avaient annoncé il y a quelques jours qu'ils étaient partisans de sanctions justifiées, au moment où ils sont allés siéger, eux ou leurs représentants, dans le bureau de l'Assemblée nationale, n'ont pas mis leur vote en accord avec leur déclaration. Le Parti communiste fait chorus, la condamnation morale ne suffit pas. Il serait indigne de l'Assemblée de subir passivement un tel mépris de la démocratie parlementaire. Le parti de Le Pen est bien celui de la haine et de la violence. Fatalement, la température dans l'hémicycle montait de quelques degrés, Front National sur la défensive. Vous ne m'empêcherez pas de parler, monsieur Ducolonnet. De grâce, taisez-vous et ne nous donnez pas de leçons. Je souhaite, encore une fois, que vous soyez aussi nombreux que ce soir jusqu'au 15 novembre, fin de la discussion budgétaire. Celle-ci pouvait enfin commencer, la page est donc momentanément tournée, mais chacun, dans chaque camp, restera vigilant. On attendait M. Mandela, Cory Aquino, Raúl Alfonsín ou encore l'OMS. Finalement, le comité du prix Nobel a couronné Oscar Arias Sanchez. Cet homme discret est avant tout l'instigateur du plan de paix en Amérique centrale. Martine Laroche-Joubert. Un homme jeune, 46 ans, président depuis 1 an et demi à peine, mais surtout un homme d'influence dans une zone convulsive. Le Costa Rica, cerné par des voisins en proie à la guérilla, un pays étrangement paisible, avec un président sans armée. Ici, ni tanks, ni avions militaires, ni soldats, la Constitution de 1949 les a tout simplement supprimés. C'est peut-être cette absence de tradition guerrière qui a porté au pouvoir Oscar Arias.
Riche, cultivé, une réputation d'humaniste, tendance social-démocrate et de l'ambition. Pendant sa campagne électorale, un slogan, la paix avec Arias. Une paix pour laquelle il s'est transformé en véritable pèlerin de l'Amérique centrale. Il y a même gagné une réputation d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Le prix Nobel, aujourd'hui, pour un président sans armes, mais avec la volonté de gagner la paix. Oui, Oscar Arias Sanchez est donc l'homme du plan de paix en Amérique centrale. Certains n'hésitent pas à affirmer que son plan est un véritable défi d'ailleurs à la politique américaine. Les Américains manifestent d'ailleurs quelques réserves à l'égard de son initiative de paix. Qu'y a-t-il derrière ce plan qui a reçu récemment le soutien de l'ONU? Réponse de Gilles Rabine. Quand le 7 août dernier à Guatemala City, les 5 présidents des républiques d'Amérique centrale signent le plan Arias, personne ne donne de véritables chances de succès à ce plan de paix qui prévoit pour chacun des 5 pays non seulement l'arrêt des hostilités, l'amnistie générale, la fin des états d'exception, le retour au pluralisme politique et des élections libres, mais aussi un calendrier précis. Les signataires du plan Arias se donnent en effet 3 mois seulement pour parvenir à un cessez-le-feu général. 60 jours après la signature du plan Arias, le gouvernement du Guatemala négocie avec la douzaine de guérillas différentes qui ensanglantent le pays depuis plus de 30 ans. Au Salvador, la junte du président Duarte négocie elle aussi avec la guérilla pro-communiste du Front Farabundo Martí. Seul le Honduras, le plus fidèle allié des États-Unis dans la région, tente encore de bloquer le plan Arias et continue, avec le président Reagan, de soutenir la contre-révolution nicaraguayenne. Or, en moins d'une semaine, et peut-être à cause de cette farouche opposition du président Reagan, le Nicaragua, qui multiplie les gestes de bonne volonté, reçoit le soutien direct de l'ONU et l'encouragement indirect de ce prix Nobel de la paix attribué à l'auteur du plan Arias. Oui, d'un côté, vous l'avez vu, une initiative de paix couronnée par le prix Nobel, de l'autre, des conflits qui s'éternisent et des plans de paix qui s'échafaudent au ralenti. 2 exemples pour mieux comprendre. Au Sri Lanka, c'est pour mieux sceller un plan de paix que l'armée indienne poursuit son offensive contre les rebelles tamouls. Dans le conflit en Irak, l'échec de la mission confiée à M. Pérez de Cuellar laisse le champ libre aux passions et surtout à des images horribles. Bilan, 32 morts ce matin à Bagdad. Une tache de sang près d'un cartable, c'est à Bagdad. Un missile sol-sol envoyé par l'Iran ce matin est tombé sur une école. Bilan, 200 petits blessés et 30 enfants tués. Le conflit entre l'Iran et l'Irak, qui dure depuis 7 ans, est entré dans une nouvelle phase, encore plus dure. Ce qu'on appelle la guerre des villes reprend. La guerre des villes, c'est celle qui touche les civils et non plus les pétroliers ou des objectifs économiques ou militaires. De leur côté, les Iraniens disent avoir répliqué une attaque similaire, sur leur sol, près d'une école encore, où un missile irakien aurait lui aussi fait de nombreuses victimes. Cette escalade intervient au moment où de nouvelles propositions de paix, discutées en ce moment à l'ONU, sont gelées, pour ne pas dire enlisées, au moment aussi où les signaux d'une nouvelle offensive iranienne se précisent. Au Sri Lanka, la paix n'aura pas tenu plus de 2 mois et demi, pour un conflit vieux de 14 ans entre la majorité singalaise et la minorité tamoule. Les 15 000 hommes de l'armée indienne, débarqués pour faire respecter le dernier plan de paix, mènent depuis quelques jours une guerre sans merci contre des irréductibles tamouls. Ces derniers avaient déposé leurs armes à contre-cœur et continuent à réclamer un État indépendant. Le coût humain de cette nouvelle bataille risque d'être très lourd. Retour en France pour nous pencher sur un rapport qui risque de faire du bruit dans les jours qui viennent. L'échec scolaire coûterait, tenez-vous bien, 100 milliards de francs par an. 100 milliards, c'est grosso modo un tiers des sommes consacrées à la formation des jeunes. Voyons d'un peu plus près les conclusions de ce rapport dressé par Jean Andrieux pour le compte du Comité économique et social. La moitié de la population active n'a pas de diplôme. Il faut savoir que 200 000 jeunes quittent chaque année l'école sans aucune qualification. Au banc des accusés, l'échec scolaire avec ses 2 composantes, le redoublement et les sorties prématurées du système scolaire. Et cela coûte cher. Pour le redoublement, la France est dans les tout premiers rangs. Le coût annuel est de 27 milliards de francs. Pour les abandons en cours de scolarité, 60 milliards de francs. Et si l'on rajoute 4 milliards consacrés chaque année à la réinsertion des 16-18 ans, l'échec du système éducatif coûte plus de 90 milliards de francs, soit un tiers du budget de l'éducation nationale et 2% du produit intérieur brut.
Voilà, et pour mener à bien, vous l'avez compris, la lutte contre l'échec scolaire, il faut à tout prix adopter une nouvelle stratégie visant à bannir le renoublement. C'est pas évident, mais dans certaines localités, on tente déjà quelques expériences, c'est pas mal. Témoin ce reportage de Lorraine Cusin à Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne. Sur place, la municipalité de Saint-Michel a constitué une association de prévention contre précisément l'échec scolaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière au cours préparatoire? Que j'arrivais pas à lire. T'arrivais pas à lire au cours préparatoire? Non. Pourquoi? Parce que je ne suivais pas. C'était trop difficile? Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a téléphoné à Pauline et elle est venue. Tiens. Nathalie, 7 ans, est en cours élémentaire première année. Depuis l'an dernier, une étudiante l'a fait travailler 2 heures par semaine. À Saint-Michel-sur-Orge, plus de 200 enfants bénéficient de ce soutien subventionné par la commune. Les familles paient de 11 à 45 francs par heure selon le quotient familial. Les plus modestes sont exonérés. Ce soutien a évité à Nathalie de perdre pied. Au début, oui, parce qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Comme elle ne savait pas très bien lire, quand on l'interrogeait, elle avait toujours peur de mal lire et tout. Puis bon, quand je l'ai fait travailler, petit à petit, bon, elle a commencé à prendre l'assurance. Et bon, maintenant, ça va. Les étudiants sont en relation constante avec les enseignants qui leur dictent la marche à suivre. Régulièrement, ils évaluent les besoins des enfants. De même, les parents sont fréquemment consultés. Et dans l'ensemble, tout le monde s'accorde à constater une amélioration des résultats scolaires des élèves. Dans notre école, tous les ans, on a à peu près 4 à 5 soutiens, dont 4 qui sont vraiment valables, qui vont apporter quelque chose aux enfants. Qui évite donc des redoublements et des... Souvent. Pour la commune, la démarche est simple. Il s'agit d'aider les familles qui n'ont pas les moyens de payer des cours particuliers et qui, ce sont souvent les mêmes, ont du mal à faire travailler leurs enfants. On cherche à éviter les redoublements en chaîne, qui constituent probablement le principal facteur d'échec scolaire et même, disons, de déscolarisation anticipée. Cette action préventive n'est certes pas le remède idéal sans réforme du système éducatif à la source de l'échec scolaire, mais elle a le mérite de s'attaquer à certaines inégalités. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi la reconstitution de la mort du petit Grégory, retrouvé, souvenez-vous, noyé il y a 3 ans dans la Vologne, dans le département des Vosges. C'était la première journée de la reconstitution, dans la pluie, le froid, avec le nouveau juge d'instruction chargé de l'affaire, M. Maurice Simon. Il veut savoir, M. Simon, si Christine Villemain a eu le temps d'accomplir ce geste terrible. Sur place, enquête de Roland Sicard. 3 ans, presque jour pour jour après la mort du petit Grégory, les principaux protagonistes du drame se sont retrouvés une nouvelle fois à l'Éponge-sur-Vologne. Jean-Marie Villemain d'abord, arrivé de la maison d'arrêt de Saverne, où il est détenu depuis l'assassinat de Bernard Laroche. Christine Villemain ensuite, qui n'était pas revenue sur place depuis plusieurs mois. À 14h30, le juge Maurice Simon, qui a maintenant le dossier en main, arrivait à la mairie de l'Éponge. La grande reconstitution que le magistrat avait organisée pouvait commencer, une reconstitution qui pourrait apporter des éléments décisifs. C'est la reconstitution de la dernière chance. Parce que nous cessons de réclamer depuis 18 mois que nous sommes dans cette affaire, nous l'obtenons enfin aujourd'hui. Pendant toute l'après-midi, Christine Villemain a refusé de se prêter à la reconstitution. Le juge Simon voulait établir si la jeune femme a eu le temps, dans le cas où elle serait coupable, de commettre le crime. Dans cette hypothèse, Christine Villemain, après avoir quitté son travail, se serait d'abord rendue à la poste de l'Éponge pour envoyer la lettre revendiquant l'assassinat. Elle serait ensuite allée chercher Grégory chez sa nourrice avant de se diriger vers la Vologne, là où l'enfant a été noyé. Sous le regard de Jean-Marie Villemain, le juge Simon a chronométré tous les trajets. Il sait sans doute ce soir si l'hypothèse de la culpabilité de Christine Villemain est toujours envisageable. Demain, il entendra les principaux témoins avec l'espoir d'éclaircir, 3 ans après les faits, le mystère de la mort du petit Grégory. Sans transition, le sport en compagnie d'un invité que connaissent tous les amateurs de cyclisme, Jean-François Bernard, pour les amateurs de vélo. On va jeter un petit coup d'œil sur le profil du Tour 81 qui a été présenté en début d'après-midi. 88, qu'est-ce que je dis? Qui a été présenté en début d'après-midi. Un tour qui s'annonce difficile jusqu'au bout. Jean Mamère, pour le profil. Ça arrive tout de suite. Ce 75e Tour de France retrouve une caractéristique, il épouse assez bien les contours de l'Hexagone. Il comptera 5 déplacements, un voyage en avion, 2 en voiture et 2 en train dont un en TGV. À retenir, l'étape contre la montre individuelle Liévin-Vasquehal, 55 km, 4 jours seulement après le départ. La grande étape des Alpes, Chamonix-l'Alpe d'Huez, 243 km, 4 cols, la Madeleine, le Télégraphe, le Galibier avec arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez.
Suivi le lendemain d'un contre-la-montre individuel de 34 km, Grenoble-Villard-de-Lans par les gorges de Sassenage. Nouvelle étape de montagne, Blagnac-Guzenej, 163 km, 2 cols de la Cor et de la Trappe et arrivé au sommet de Guzet. Et puis le lendemain, la grande étape pyrénéenne, Saint-Giron-Luzardiden, 180 km, 5 cols, le Tourmalet et arrivé au sommet de Luz. L'étape Limoges-le-Puy-de-Dôme, 193 km, rappellera de vieux souvenirs aux amateurs. Enfin, la veille de l'arrivée, une étape contre la montre individuelle réglera les éventuels litiges. Un tour à la fois nouveau et classique, selon le souhait de l'organisateur. Nous ne pouvions pas, comme les autres années, partir à l'étranger, revenir à l'étranger. Nous ne pouvions pas, parce simplement, nous n'avions pas le nombre de jours de course pour le faire. Et nous avons voulu montrer que, tout en étant très classique, on pouvait être extrêmement difficile. On avait envoyé l'expression, Jean-Paul, coriace. Alors cette étape contre la montre l'avant-dernier jour, c'est une bonne chose pour Jean-François Bernard, ça marche, ça roule dans le contre la montre. Mais je pense que surtout c'est une bonne chose parce que ça se déroule en Bourgogne en plus. Cette année, elle était aussi en Bourgogne, je l'ai gagnée et j'espère que l'année prochaine, ça sera de même. Alors 88 est placé sous le signe d'une nouvelle équipe 100% française. Cette fois-ci, vous ne pourrez pas dire que vous êtes mal épaulé. Hein. Je suis un peu méchant avec vous, mais ils vont tous rouler pour vous là. Oui, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème avec les recrues qu'on a eues, donc des 4-6 TMU, plus le complément de français qu'on a gardé, plus des étrangers. Je crois que pour l'année prochaine, il n'y aura aucun problème. Jean-François Bernard, outre le tracé, ce Tour de France 1988, il est d'autant plus dur pour vous que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je pense que beaucoup de gens m'attendent au virage, je le sais, j'en suis conscient et de toute façon j'aurai un objectif l'année prochaine, ça sera le Tour de France. Et la rivalité avec Mottet, il vous a un peu coiffé sur le poteau là cette année, qu'est-ce que ça va donner? C'est le grand match hein, là, oui, au sein du Tour de France. Je pense que c'est normal qu'il y ait un match entre moi et Charlie Mottet, on a perdu Bernard Hinault, il faut retrouver un coureur français, étant donné qu'on est, je pense, les deux coureurs qui sont susceptibles de le remplacer, eh bien... Je crois qu'il y a un match qui, entre nous deux, est inévitable. Ça, c'est côté français. En deux mots, il y a aussi Roche et puis un certain Greg LeMond qui va revenir. Ouais, je pense. Quel est le plus dur, à votre avis? Je dirais Stéphane Roche, parce que Greg LeMond n'est peut-être pas encore au top niveau, il sera peut-être pas revenu au top niveau. Je pense que ce sera d'abord Stéphane. Merci, je vous dis bonnes vacances, hein. C'est les vacances pour les coureurs cyclistes. C'est les vacances, c'est ça. Un mot de foot avant de donner la parole à Sophie pour la météo. Il y a un match important, un match de l'équipe de France demain. On a la composition de l'équipe. Avec une composition de l'équipe que nous allons apercevoir tout de suite sans véritable surprise, c'est-à-dire la titularisation de Martini dans les buts, la première sélection de Luxonor à l'arrière, le retour d'Anziani et le duo d'attaque Cantona-Fargeant. Avec ça, maintenant il faut gagner et battre la Norvège pour reconstruire une nouvelle équipe de France. Tout à fait, match retransmis sur Antenne 2 demain soir à partir de 20h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les amateurs du journal télévisé, je sais qu'ils sont nombreux, que nous prenons l'antenne très tôt demain. Notez-le, à 19h25 exactement. La météo, Sophie, il y a du vent, c'est mauvais pour les coureurs cyclistes, surtout quand on fait des bordures. Eh bien oui, ça va souffler Henri demain, les vents se renforcent à l'ouest et pendant quelques jours, eh bien, nous allons subir l'arrivée de perturbations qui nous arrivent des Antilles, résultat de l'air chaud, humide et du vent. Alors, nous allons peut-être pouvoir voir défiler les nuages sur l'image satellite. Les voilà, donc des nuages qui arrivent de l'ouest et qui vont encore demain affecter, vous allez le voir sur la carte du temps prévu pour demain, qui vont affecter la Bretagne, les côtes de la Manche, le nord, jusqu'au Pays de Loire. Donc sur toutes ces régions de la pluie et des nuages gris. Et puis ces nuages progresseront dans la journée, donc poussés par des vents de 70 km/h pour atteindre l'Aquitaine, le Massif central, la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne. Donc sur ces régions, alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Et puis du beau temps sur le pourtour méditerranéen. Les températures très vives de 14 degrés à Rouen jusqu'à 16 degrés à Bourges et à Tours et de 16 degrés à Grenoble jusqu'à 21 degrés en Corse. Demain, nous serons le mercredi 14 octobre et ce sera la Saint-Just. Bravo. Et elle termine, comment, Jean-François Bernard, au sprint. Prochain rendez-vous d'information, 23h30 avec Aubry Edler. Demain, dès 6h45, ouvrez l'œil grâce à Télématin avec Roger Zabel, Marc Hautement et Catherine Sellac. Excellente soirée sur Antenne 2 et à demain. Bonsoir.